Vicia est un aventurier qui a récemment commencé l'aventure et on le voit ici combattre un dragon, voulant sauver et assurer à sa fille qu'il est puissant, ce qui fait l'envie de tout le monde, tandis que le dragon libère son pouvoir par sa bouche. Prêt à l'attaquer, la scène se déroule à la périphérie de la ville des méchants appelée Zénith. Cette ville est hors de la carte et constitue pratiquement l'enfer sur Terre, où il n'y a ni loi ni criminel. Des meurtriers et des méchants hier. La ville est pleine de femmes diabolisées et de rues sales, pleine de rats et de bouteilles. Mais aussi des groupes qui intimident les autres et les battent. Mais soudain, notre personnage principal, ouais, apparaît en marchant dans la rue et tout le monde l'envie et l'admire. J'ai vu Syl trébucher dans un coin et trouver un esclave assis par terre, avec des oreilles pointues et des cheveux couleur aqua. Ouais, ne croyant pas ce qu'il voit, suppose qu'elle est une haute elfe. Les hauts elfes sont décrits comme une sous-espèce d'elfes méconnus du grand public. Contrairement aux elfes normaux, qui ont des cheveux verts et de longues oreilles horizontales, les hauts elfes ont des cheveux bleus clairs et des oreilles pointées vers le haut. Cette sous-espèce est connue pour être un groupe que l'on croyait éteint depuis longtemps et qui était capable d'utiliser des types de magie. S se souvient avoir lu des articles sur cette espèce spécifique dans un vieux livre qu'il avait trouvé dans la capitale et avoir pensé que ce n'était qu'un conte de fées. Mais elle était là, juste devant lui. Puis il se demande ce qu'elle fait à Zénith et interroge le propriétaire de l'esclave, un curieux canaille, qui il connaît déjà, comment se déroule son travail. Le propriétaire d'esclaves, qui a réussi à vendre la plupart de ses esclaves, dit qu'il doit nourrir les esclaves et les surveiller. Ce qui n'est pas très efficace lorsqu'on en achète plusieurs à la fois, car ils doivent être bien traités pour être vendus. Les esclaves étaient originaires d'un manoir situé sur la colline et les habitants affirment qu'ils ont été tués. Wei se souvient enfin que cela s'est produit à cause de lui. Dans un flashback, Wei est inquiet en achetant du poulet et le propriétaire du magasin de poulet frit a été emmené par les hommes des collines. L'employé du magasin n'a pas pu produire le poulet, car seul le propriétaire connaissait la recette secrète et la sauce. Le propriétaire du magasin était connu pour être un bon cuisinier et c'était rare à Zénith. Et ainsi il est devenu la cible et est devenu un esclave. Ouais, irrité par cela, demande à l'employé pourquoi il n'a rien fait, mais il dit qu'il ne pouvait rien faire sans mourir. Ouais est encore plus inquiet, car c'était le seul endroit où l'on pouvait manger le meilleur poulet frit du Zénith. N'ayant pas d'autre choix, Ouais gravit la colline. Le manoir sur la colline fut pris d'assaut et presque tous les sorciers furent vaincus et durent se rendre. Le dernier sorcier prévient Wei qu'il ne s'en sortira pas, mais Wei répond qu'à Zénith, il n'y a pas de dieu à juger, pas de loi à respecter, donc ce qu'il fait est une liberté pratiquement totale. Là, il rencontre le propriétaire du magasin de poulet, qui ressemblait au propriétaire du KFC, ligoté et préparant du poulet frit, mais terrifié. Le propriétaire du magasin remercie Wei et lui demande comment il peut le rembourser. Wei lui demande juste d'ouvrir le magasin le lendemain, mais... À son insu, il y avait encore d'autres cellules dans le sous-sol du manoir, avec une importante population d'esclaves. Wei n'avait pas réalisé à l'époque qu'il y avait beaucoup d'esclaves dans ce manoir. Les voleurs sont entrés et les ont trouvés après que Wei soit entré par effraction dans les lieux. Le propriétaire d'esclaves a déclaré qu'il ne pouvait pas s'occuper seul de tous les esclaves et a fini par les diviser entre différents marchands pour faciliter la vente. Le propriétaire d'esclaves en a déjà vendu 4 ce matin, mais il lui en reste encore un. Même si les jolis elfes n'ont aucun problème à trouver des acheteurs, la dernière qu'il possède lui est pratiquement inutile, car ses cheveux sont d'une couleur étrange et ses oreilles sont déformées. Wei conclut que cet elfe a probablement été utilisé dans des expériences par le propriétaire du manoir. Si les gens connaissaient sa valeur, elle vaudrait des millions de zéniths, mais un homme comme le propriétaire d'esclaves, sans éducation, ne connaîtrait ni son existence ni sa valeur. Le propriétaire de l'esclave ne sait plus quoi en faire et peut la jeter à la rue ou la laisser devenir la nourriture des chiens sauvages. Si se demande combien cela coûte et demande un prix. Le propriétaire de l'esclave est sous le choc de savoir s'il envisage réellement de l'acheter. En fonction du prix, il l'achètera, mais le propriétaire insiste pour lui procurer un meilleur esclave, car celui-ci ne serait d'aucune utilité et il existe de bien meilleures options. Wayne insiste, voulant aider les affaires du propriétaire d'esclave et prendre ce qui reste pour lui. Le propriétaire de l'esclave, très content, décide de la vendre pour 220, mais ouais, à son tour, en paie 300, et le propriétaire de l'esclave coupe les chaînes de l'elfe. L'elfe n'eut aucune réaction à sa libération, elle resta juste là, immobile. Wei en est surpris. Il se demande si cette petite esclave elfe a vécu quelque chose de si traumatisant que sa conscience soit pratiquement morte ou disparue à ce stade. Wei prend l'esclave et lui dit de l'accompagner. L'elfe était sale, mais elle a réagi lorsqu'Wei l'a contacté et l'a emmené avec lui. J'ai vu l'elfe partir main dans la main vers Zénith,
Et même s'il a décidé de l'emmener sans réfléchir, il ne sait rien du fait d'être père. Wei le décrit comme étant père pour la première fois, comme marcher dans le noir sans savoir quoi faire. À la maison, Wei réfléchit à un nom à lui donner puisqu'ils viennent d'arriver et il n'est toujours pas convaincu du nom à lui donner. Wei demande au elfe quel nom elle aimerait, mais comme elle ne peut ou ne veut pas parler, il finit par penser qu'elle ne comprend pas ses paroles. Il décide que le premier mot qu'elle prononcera sera son nom commémoratif. Wei lui tapote la tête et se présente à partir d'aujourd'hui comme son père. Sis l'explique et souligne qu'il est le père et qu'elle est la fille. Et demande si elle comprend. Wei est toujours confus et se demande ce qu'il devrait faire à partir de maintenant. Et sa fille, qui était autrefois esclave, mouille son lit par accident. Avec un joli visage tout en dormant paisiblement. Wei pense que c'est de sa faute parce qu'il a oublié de l'emmener aux toilettes avant de se coucher, et s'il avait réfléchi un peu, il aurait pu éviter cet accident. Jusqu'à présent, il a réussi à gérer presque tout. Et il pensa que prendre soin d'un simple elfe ne serait pas un gros problème, et l'acheta impulsivement pour en faire don. Rétrospectivement, être parent est un territoire nouveau et difficile, et, dans l'état actuel des choses, c'est comme explorer un donjon inconnu au niveau le plus bas sans aucun équipement. Peut-être qu'il a été très négligent, et il a aussi pensé à son nom plus tard. Avant de commencer, il lui donna un bain, car elle sentait mauvais, et une douche chaude ne la faisait pas réagir. Même si elle a l'air mignonne, elle a toujours une conscience morte. Wei a trouvé ça drôle car elle ressemblait à un fantôme après s'être mouillé les cheveux. Wei a eu du mal à lui donner un bain car c'était probablement son premier bain. Il a joué avec elle dans la baignoire, en confectionnant de drôles de chapeaux en mousse, mais au final, elle n'a toujours pas réagi, car cela va être long puisqu'elle ne sourit même pas. Wei a eu l'idée de lui mettre une tenue temporaire tout en achetant des vêtements appropriés le lendemain matin. Il monte dans la chambre et lui présente ses excuses, lui disant qu'à partir d'aujourd'hui elle dormirait dans son lit moelleux. Ils sont allés dormir ensemble. Puisque Ress était très fatigué cette nuit-là. Passage au lendemain, quand Ress se rend compte qu'il ne lui avait rien donné à manger avant de se coucher. Il a fouillé la maison mais n'a trouvé que des tas de boissons alcoolisées et de pain sec. Sans grand choix, il prépara un repas simple avec de la viande séchée et du pain. Même s'il savait que ce n'était pas idéal pour un enfant, mais que c'était ce qu'il avait, il l'a mise sur une chaise et est allé chercher une boîte. Quand il revint, la fille elfe dévorait déjà la nourriture, d'une manière très mignonne. Parce qu'elle mourait de faim. Ress la regarda s'excuser de ne lui avoir rien donné à manger la veille, pensant qu'elle n'avait probablement pas bien mangé depuis un moment. Il a promis de lui donner quelque chose de mieux plus tard en guise d'excuse. Ress s'apprêtait à partir et avait déjà préparé la douche et les boissons. Il a également rangé tout ce qui pouvait être dangereux et s'est occupé du feu. Inquiet pour Elphina, il lui a rappelé qu'il allait faire du shopping et qu'elle serait seule pendant un moment. Sans aucune réaction à ses paroles, Ress pensait toujours qu'elle ne comprenait rien de ce qu'il disait. Il a néanmoins pris toutes ses précautions, car il était difficile de laisser un enfant seul, mais il n'avait pas d'autre choix. Dès qu'il a fermé la porte, il a activé une barrière qui empêchait toute personne extérieure d'entrer et s'est rapidement enfui, promettant de revenir bientôt. Ress s'est rendu dans un magasin magnifique et flashy, où Zenith criait à l'aide dès qu'il ouvrait la porte. Le propriétaire du magasin, un elfe, lui demanda ce dont il avait besoin et reconnut Ress. Il a expliqué qu'il devait acheter des vêtements pour filles. L'elfe fut choqué et lui demanda s'il avait kidnappé quelqu'un. Ress trouva cette question un peu grossière et expliqua qu'il avait acheté une esclave, une elfe. L'elfe fut secoué, lui demandant s'il était si désespéré et s'il avait un faible pour les petites filles. As s'est mise en colère et a dit que c'était juste une impulsion et qu'il n'avait pas de vêtements pour elle, aucune idée de comment choisir les vêtements des enfants. Il a laissé une grosse somme d'argent à l'elfe pour qu'il puisse lui choisir des vêtements. L'elfe pensait que Ress était sur le point d'acheter tous les vêtements du magasin avec autant d'argent. Ress pensait que les vêtements pour femmes étaient chers. Mais pas au point de pouvoir acheter une maison avec cet argent. Elle a assuré qu'elle pouvait faire beaucoup avec une pièce d'argent, puisque Ress n'avait pas une grande idée des prix. Même s'il était un homme sage, il connaissait peu le monde. Ress revenait de faire du shopping en ville et la fille elfe était toujours assise sur la chaise, exactement comme il l'avait laissée. Il était surpris qu'elle n'ait pas bougé depuis son départ. Ress a acheté plusieurs choses au magasin et a commencé à cuisiner pour elle. Bien qu'il ne soit pas un grand cuisinier, il pouvait tout préparer facilement. Il prépara une soupe aux légumes et apprit à Elphina comment utiliser les couverts.
démontrant comment utiliser une cuillère. Ress a placé la cuillère devant son adorable fille adoptive et elle a ouvert les yeux de faim et a rapidement mangé ce qu'il y avait sur la cuillère. Ress a continué à la nourrir dans sa bouche et elle a mangé de plus en plus. Le lendemain matin, Hala, l'elfe du magasin, s'est présentée chez Ress pour lui livrer les vêtements qu'il avait demandés. Elle pensait que c'était trop de vêtements, mais a assuré que c'était nécessaire pour le petit. Quand elle a vu l'elfe, elle était excitée et l'a félicité d'être si mignon, tout en se moquant des rois, disant qu'il développait un goût pour les petites filles. Mais en y regardant de plus près, elle remarqua que l'elfe avait des cheveux bleus et des oreilles pointues, au lieu des cheveux verts traditionnels. Ress a expliqué que c'était rare, alors il l'a acheté sans réfléchir. Hala a ensuite habillé la jeune fille avec de nouveaux vêtements, pendant que le roi les regardait. Il réalisa qu'Hala ne savait pas que la fille était une haute elfe. Une race spéciale parmi les elfes. Il réalisa également qu'Hala ne connaissait même pas l'existence des hauts elfes, car ils étaient éteints. Ress pensait que les hauts elfes se cachaient dans le royaume elfique. Mais cela n'a fait qu'ajouter au mystère de l'origine de cette petite fille. Hala a crié avec enthousiasme devant la gentillesse de la fille et a joué à des jeux tout en finissant de l'habiller. À la grande surprise de Ress, l'elfe ressemblait à une personne différente, plus mignonne et plus jolie avec ses nouveaux vêtements, qui dépassaient ses attentes. Hala a clairement indiqué que Ress pouvait lui demander de l'aide quand il le souhaitait et est parti, les laissant tous les deux se préparer à aller au lit. Ils ont mis un pyjama à la fille. Et elle est devenue encore plus adorable. Le lendemain, Ress s'est réveillée avec la jolie petite fille accrochée à ses vêtements, ce qui était un grand pas. Cela signifiait qu'elle commençait lentement à lui faire confiance. Ress pensait que ce serait le début d'une communication entre eux, mais ce n'était pas vraiment le cas. Il essaya de lui parler à nouveau, en prononçant son nom, mais il n'y eut aucune réaction. Cela a laissé Ress un peu déprimé. Il pensait qu'avant de tenter de résoudre la question de l'apprentissage ou de la communication, il devait composer avec ce manque de réaction. Il se demandait pourquoi elle était si indifférente et ce qui pouvait bien lui passer par la tête. N'ayant pas d'enfant auparavant, il n'avait aucune idée de ce que pensait un enfant. Ress se souvenait de son enfance, lorsqu'il était considéré comme un prodige en magie, très puissant et toujours loué pour son talent extraordinaire. Son enfance fut paisible, avec un avenir assuré, et il entra dans une famille importante de la capitale. Ses parents l'aimaient comme tout le monde, mais il ne supportait pas d'être obligé de suivre le chemin que la capitale attendait de lui. La plupart de ses souvenirs de cette époque étaient flous, à l'exception de ses années d'école. Il pensa aussi à un ami qui avait trouvé un emploi au ministère de la magie, où il entendait toujours parler de leurs incroyables promotions. Ress pensait à lui de temps en temps, se rappelant à quel point il ne comprenait pas les blagues, mais il le mettait toujours à l'aise. Ress s'est réveillé d'un rêve. Et il faisait déjà complètement noir dehors. Il réalisa que l'indifférence de la jeune fille n'était pas quelque chose qu'il pouvait résoudre avec ses seules connaissances, peut-être qu'il avait besoin de dépendre de quelqu'un. C'est à ce moment-là qu'il est retourné au magasin de vêtements. Parler à Hala. Hala a dit que la jeune fille ressemblait à une poupée lorsqu'elle l'habillait, mais il était naturel qu'elle ressemble à ça puisqu'elle avait récemment été libérée. Cependant, l'absence totale de réaction était un peu extrême. Hala non plus ne comprenait pas grand-chose, car elle n'avait aucune expérience en tant que mère. Ils décidèrent de partir à la recherche de Laura, qui avait déjà élevé 5 enfants. Lors d'une conversation autour d'un verre, Laura a répondu par un seul mot. Amour. Confus. Ress entendit Laura expliquer que la jeune fille avait besoin d'amour et que c'était ce qui manquait dans sa vie. Laura a dit que Ress devrait la traiter avec amour. Parce qu'il a décidé de la créer, et qu'il n'avait pas besoin de trop y penser, il avait juste besoin d'agir avec son cœur, approuva-t-elle. Et Ress a décidé de suivre ce conseil. Il décida de commencer à traiter la jeune fille avec affection, en lui offrant un dessert spécial pour commencer. Il l'a félicité d'avoir tout mangé et a commencé à lui donner de douces touches physiques pour lui transmettre son amour. La jeune fille tremblait, mais Ress continuait à la traiter avec soin. Il a appris à Elphime comment tenir une cuillère et a commencé à passer plus de temps avec elle. Même si je tremble, elle a réussi à tenir la cuillère toute seule et Ress a continué à louer ses réalisations. Ress a commencé à mettre en pratique tout ce qu'il savait, en se souvenant de son enfance et de ce que ses parents ont fait pour lui. Il a lu des histoires à la fille avant de se coucher, essayant de recréer pour elle l'enfance qu'il a eue. Même si lui était étranger, il a décidé de devenir père. Il était à la fois père et mère. Et jusqu'à présent, il avait réussi à tout gérer dans la vie, il a décidé qu'il ferait de son mieux pour élever cette fille. Et après cela, un changement soudain s'est produit. Pour conclure notre histoire continue avec Véas préparant un repas pour sa fille elfe. Il pensa à cuisiner des œufs au plat ou brouillés lorsqu'il remarqua quelque chose et se retourna.
Véas fut surpris de voir sa fille se lever et se réveiller toute seule, encore un peu somnolente. Dans la cuisine, il lui pose la main sur la tête et lui demande si elle est blessée quelque part. La petite hôtelfe réagit de manière mignonne et précieuse, encore en train de se réveiller de son sommeil. Après cela, Véa prépara le petit déjeuner et essaya d'apprendre au petit lutin à tenir une fourchette. Montrant tout l'amour et la connexion entre le père et la fille. Notre fille elfe apprend enfin à tenir une fourchette et Véa la soutient pendant qu'elle mange. Remplissant la pièce d'une gentillesse infinie alors que ses réactions reviennent de jour en jour à mesure qu'elle grandit. Bien qu'il y ait un mystère sur son changement soudain, vous, en tant que père. Il se sent heureux et se demande si elle lui répond enfin. Il essuie ses larmes et passe du temps avec sa fille. Véas partage la nouvelle avec un big bang et un air excité sur le visage. Faire du bruit au bar et dire à Allah que sa fille a finalement mangé seule. Allah, pas surpris que le petit mange enfin seul, est plus impressionné par le changement d'apparence, qui devient plus digne. Il fait l'éloge des petits détails de sa fille et le jour est enfin venu pour elle de commencer seule. Véas a pensé à l'amour et aux efforts qu'il a consacrés à sa fille, sans rien faire de spécial, en investissant simplement de l'amour et du dévouement. Le patron du bar le regarde avec joie et bonheur, voyant que Véas est enfin devenu un père à part entière. De retour chez lui, Véas apprend à sa fille à parler l'alphabet. À commencer par le simple AE, pendant qu'elle l'imite. Véas est rayonnante et fait l'éloge de sa fille, même si sa prononciation est un peu confuse, et il continue de s'entraîner. Elle prononce le mot tu d'une manière confuse. Et le mot AR est son point faible. Sans se presser, il se prépare à manger, mais la petite fille est assise seule sur la chaise sans que son père ne la porte. Elle est assise patiemment, avec un joli visage, pendant que Véas prépare un repas divin. Il considère sa fille comme un génie, prouvant qu'elle n'est pas une elfe ordinaire. La petite fille montre l'hippopotame, parce qu'il aime les animaux et essaie de prononcer leur nom, même s'il n'arrive toujours pas à prononcer R correctement. Aux abords de la ville, le commerçant et la petite fille, accompagnés de son père, recherchent un livre spécifique sur les animaux. Le propriétaire du magasin a une montagne de livres derrière lui, mais il ne veut vendre que ce qu'il y a sur la table, en plus de s'être blessé au dos et de ne pas pouvoir organiser les livres. Mais peu importe. Via veut acheter un livre pour sa fille. Il utilise sa magie pour organiser les livres et active un sort, les faisant tourner. Ce qui laisse le propriétaire du magasin et la petite fille ravis. Les livres s'organisent d'eux-mêmes, laissant perplexe le propriétaire du magasin qui demande quel genre de magie a été utilisé. Incapable de refuser la demande de Wei d'un livre illustré pour sa fille, le propriétaire du magasin voit la petite fille rayonner et pense que c'est formidable qu'ils aient trouvé un bon livre. Il prévoit de lire le livre au petit avant de se coucher. La petite fille anxieuse a hâte de lire le livre, pendant que Véas prépare le dîner. En lisant, elle prononce le mot Lily, ce qui oblige Véas à arrêter de cuisiner et à se concentrer entièrement sur elle, la félicitant d'avoir prononcé le R. Le livre qu'elle lit porte le nom de l'auteur, Lily Reed, et Via pense que c'est une coïncidence, mais lorsqu'elle se souvient du mot Lily, elle décide de l'appeler ainsi, en montrant son amour et son affection. Il lui donne enfin un nom complet. Lily Furberg, devenant officiellement sa fille. Véas la tient sur ses genoux et Lily commence à ouvrir son cœur, absorbant tout rapidement, comme on s'y attend d'un haut elfe. Véas emmène régulièrement sa fille au bar. Montrant votre sourire comme la seule présence curative là-bas. À la fin des mots, qui est la ville de Zénith, elle devient aussi populaire, tandis que VI devient un père surprotecteur, avertissant les autres de ne pas toucher leur fille avec les mains sales, pour plaisanter. Lily grandit de jour en jour, mûrissant de plus en plus comme un enfant et sa fille. Ce qui renforce la détermination de Véas à mesure qu'il la voit grandir. Au bout d'un moment, Lily et son père partent se promener, et ils l'emmènent par une belle journée avec un beau soleil que Lily adore. Ils arrivent rapidement au magasin Holo, où Lily va regarder quelques vêtements. Et Véas lui demande de promettre de ne rien acheter aujourd'hui, car il devient un père plus strict. Véas ne veut pas être un père idiot et essaie d'être le plus strict possible sans trop gâter sa fille. Parce que ce ne serait pas bon pour Lily. Il réfléchit à la décision dans son esprit de père. Il y a des choses qu'il ne peut pas enseigner, aussi parfait soit-il. Elle ne peut pas se faire d'amis dans cette ville sans qu'ils deviennent des esclaves. Et Zénith est un environnement terrible pour les enfants. En gros, il envisage de retourner dans la capitale et d'envoyer Lily à l'école puisque son alma mater est Witch. Ola est choqué par ce que Véas fait dans un endroit misérable alors que Zénith se souvient de lui fuyant la magie du ministère. Lily s'approche de son père dans une jolie robe. Mais comme un père strict, il dit qu'ils n'achèteront rien aujourd'hui.
Lily fait une grimace triste et en larmes, ce qui incite Via à acheter la robe immédiatement, avec un air horrible sur son visage. Parce qu'il ne supporte pas de voir sa fille triste. Ola, de son côté, commence à douter que ce soit une bonne idée pour lui de s'occuper seul de cette petite fille. Au fil des jours, un mois passe et Veaz envisage de se rendre dans la capitale. Le propriétaire du bar et Ola lui offre des cadeaux, comme des vêtements et des collations, tout en leur disant au revoir et en leur souhaitant bonne chance. Olua se sent mal à l'aise, pensant que c'est grâce à Zénith, plein de méchants, qu'elle existe en tant que ville, et qu'ils n'ont pas pu démarrer une entreprise à cause du danger. Vie s'est débarrassé de tout ce qu'il n'aimait pas, rendant la ville un peu plus sûre. Si la ville s'effondre, tout ira bien aussi, mais s'il y a des problèmes, il devrait lui demander de l'aide, sans se soucier de ce qui arrive à Zénith, car il est prêt à aider. Cela fait rougir Ola car c'est un remerciement, car sans cela, Lilia porterait toujours des chemises surdimensionnées. Veaz leur dit de prendre soin d'eux et quitte la ville de Zénith vers la capitale en Gekn. Au bout de quelques jours, ils sont à proximité de la capitale, et Lily s'amuse à voyager avec son père. Lorsqu'ils quittent la forêt, ils arrivent dans la capitale. Lily regarde la ville avec un immense mur et une barrière qui la recouvre, surprise et ravie, car c'est là que son père est né et où ils sont allés. Elle demande si elle peut faire ce qu'il a demandé. Lily doit se rappeler qu'elle doit bien se comporter et qu'elle est une orpheline adoptée. Veaz explique que la capitale est très stricte, avec une magie protectrice dans l'air, et qu'il n'est possible d'y entrer que par les directions du nord, sud et ouest. Bien qu'il trouve facile d'entrer, le problème, c'est sa fille. Il mentionne qu'elle est sa vraie fille, ce qui n'a aucun sens puisqu'elle est une elfe. Et ils envisagent de la déguiser en orpheline, mais ils doivent le cacher à tout prix, car si elle est découverte, la situation sera grave, car le trafic d'esclaves est un crime grave dans la capitale. Veaz veut que Lily se comporte bien à l'approche de la porte. Lily est ravie de voir de vrais soldats, ce qui rend Veaz anxieux. Il s'excuse et dit qu'ils veulent entrer, mentionnant son nom de Visfamberg. Ce qui provoque une réaction familière de la part des gardes. Via leur demande de contacter l'assistant du ministre Zalem et de l'informer du député présent. Les gardes s'interrogent un peu, mais ils vont vérifier. Zin est un ami de Veaz, une gentille sœur aînée qui les laissera passer la porte. Lily compare Zin à Allah, même si elle n'aime qu'étudier. Les deux attendent un peu pendant que Lily s'endort. Veaz fait des grimaces en regardant sa fille dormir gentiment, lorsqu'un bruit soudain se fait entendre. Une fanfare de soldats et une femme s'approchent, surprise et un peu en colère, et demande si elle est attaquée. Elle apparaît généralement sans sens de l'humour et porte de grandes lunettes noires plates, se présentant comme Zijin et Flu, faisant partie du ministère de la magie. Ils s'installent tous les deux dans la zone de réception magique pendant que Lily continue de dormir. Lily marmonne dans son sommeil et demande si elle est sa vraie fille. Wayne s'étouffe à la question qu'il a entendue, alors qu'il montre les oreilles d'Elelelelfo. Mais elle ne remarque même pas la preuve évidente juste devant elle. Lily continue de poser gentiment, tandis que ses oreilles bougent, et Zénith se lève soudainement. Pendant un instant, où est plaisante, la traitant de nerfs des livres de sorts puisque Lily est une haute elfe et veut l'emmener au laboratoire puisqu'ils existent réellement. Wayne explique qu'il a eu la chance de retrouver Lily il y a un an, qu'il l'a élevée et a vécu avec elle, et qu'il est retourné dans la capitale pour que Lily puisse aller à l'école. Parce qu'elle est orpheline et n'a même pas pu sourire toute cette année. Cela lui a fait traverser beaucoup de choses, car son seul souhait est qu'elle profite de son enfance et ait une vie normale, en jouant avec des amis et en étudiant. Considérant à quel point sa vie a été difficile jusqu'à présent, il veut juste qu'elle soit heureuse à partir de maintenant et la supplie, comme un père. Pour que Xenia l'aide, elle en a immédiatement compris l'importance, et comme l'école de magie de la capitale est le meilleur environnement pour l'éducation d'un haut elfe, Wei lui a demandé s'il pouvait l'inscrire l'année prochaine. Zénith dit qu'il fera tout ce qu'il peut, mais sans trop d'enthousiasme, tandis que Wei demande une faveur pour emprunter une maison et des gardes, car la valeur de Lily en tant que haut elfe de la capitale est élevée. Elle explique qu'elle peut recruter des gens du ministère, mais Wei veut ces gens. C'est parce que Lily est un haut elfe et qu'il veut garder le secret. Elle remet en question ses intentions, car Lily est un atout national. Wei explique qu'il ne veut pas impliquer un enfant dans des problèmes d'adultes, d'autant plus qu'il en a déjà eu. De plus, il lui sera difficile de se faire des amis si elle est traitée différemment. Wei a toujours été un problème pour Zénith, qui s'en souvient et s'excuse en lui offrant une récompense substantielle car elle a beaucoup de difficultés à cause de sa position. Wei a promis de l'aider dans son travail d'officier personnel adjoint au ministère de la magie, ce qui a encore plus intrigué Zénith. Elle a accepté,
car c'était une offre qu'elle ne pouvait pas refuser, car elle avait également de nombreux problèmes qu'elle ne pouvait pas évoquer et le ferait travailler dur pendant qu'il s'organisait pour avoir une maison. Wei s'enquiert de la situation dans la capitale, reconnaissant un magasin dont il a été banni en raison de sa curiosité. Il avait éteint tous les produits magiques du magasin, les faisant se briser, et a dû s'excuser et payer pour la perte. Les objets de luxe magiques sont souvent uniques, car ils sont imprégnés du nom du propriétaire. Mais étant un génie, Wei les a tous activés inconsciemment et a tout cassé. Il s'est retrouvé avec une dette de 43 millions de zénith, que la famille de Zénith a remboursé avant qu'il n'obtienne son diplôme. Il courait partout pour essayer d'accomplir des missions après l'école, souvent au ministère de la magie. Pour rembourser cette dette, même si cela n'aurait pas été nécessaire s'il l'avait épousée. Zénith ignora cela alors qu'ils arrivaient dans une belle maison où vivraient Wei et Lily. Auparavant, il était utilisé par le ministère de la magie. Mais maintenant presque personne ne l'utilisait. C'était l'endroit idéal pour s'installer. Elle considérait cette luxueuse maison comme un investissement futur, car elle le ferait travailler comme un forçat. Lorsqu'ils ont été présentés à la nouvelle maison, Zénith a expliqué que Wei était revenu avec une fille pleine d'anomalies congénitales et qu'il n'avait pas à s'inquiéter de la sécurité, car la maison était proche de ses subordonnés et avait une bonne sécurité. Lily courait dans la maison, jouant avec les oreillers, et Zénith se demandait si Lily n'avait pas de mère, même si Wei avait dit qu'elle était orpheline. Elle faisait référence à la mère actuelle, car il est préférable d'avoir les deux parents pour l'éducation d'un enfant. Wei en était conscient mais ne pouvait rien y faire. Il a expliqué qu'il n'avait ni femme ni petite amie pour le moment. Et Zénith a suggéré si elle devait être la mère. Wei, de son côté, était confuse, se demandant comment elle pourrait être la mère si elle n'était pas comme ça. Elle a répondu qu'elle n'était plus la même personne qu'avant à l'école. Wei a mal interprété son intention. Pensant qu'elle voulait enquêter à nouveau sur les hauts elfes, sans se rendre compte qu'elle l'aimait bien. Il pensait qu'elle avait un petit ami, mais en réalité, c'était à cause de lui qu'elle n'en avait pas. Zénith trouvait Wei attirant tout en le considérant comme le sexe opposé et était embarrassé lorsqu'il la regardait avec une expression sérieuse, lui reprochant de se retrouver au ministère de la magie. Généralement, elle redresse sa posture et se présente à Lily, lui demandant si elle veut. Mère. Wei a trouvé cette interaction étrange, demandant directement ce genre de choses à un enfant. Zénith propose à Lily si elle souhaite qu'elle soit sa mère. Lily court vers son père puisqu'elle a son papa, rejetant l'offre de Zénith d'être sa mère. Zénith remet en question cette réponse et s'en va, et Wei savait que c'était à cause de son attitude qu'elle ne pourrait pas être mère si elle ne comprenait pas ce que cela signifiait dans la pratique. Le lendemain, ils se réveillèrent le matin, se préparant pour leurs devoirs, alors que Lily allait étudier à l'école. Lily pensait à quel point son père était cool depuis qu'il avait déjà obtenu son diplôme. Et il sent qu'il doit organiser les fournitures scolaires et préparer Lily pour l'école. Ils sortent en ville. Et Lily regarde autour d'elle avec enthousiasme. Il trouve un magasin de vêtements à proximité. Et Lily est heureuse, se souvenant d'Olam, accueillie dans un tout nouveau magasin, les yeux et la bouche grands ouverts. Lily dit à la préposée qu'elle est enthousiasmée par l'école et qu'elle veut aider son père. Ce qui fait pleurer Wei d'émotion, car sa fille aime son père. Ils sont interrompus lorsqu'une voix familière se fait entendre, révélant une dame. Qui est la gérante du magasin et aussi l'ancienne enseignante de Wei, Esmeralda Sensei. L'employé demande s'ils se connaissent, et Esmeralda explique que c'est à cause de Wei qu'elle a démissionné, ce qui est un mensonge, puisqu'elle était en désordre et qu'elle n'aurait pas dû être expulsée. Elle explique qu'il était temps d'opérer un changement général, considérant Ei comme un passage d'une génération à l'autre. Pendant qu'il parlait, Lily avait besoin d'aide avec une robe qu'elle essayait d'enfiler. Et l'employé a aidé. Esmeralda commente que Lily est une haute elfe et lui demande ce qu'il compte faire. Wei a toujours pensé que son sensei avait une bonne perception, ne perdant jamais son esprit. Il explique que Lily est orpheline et qu'il veut l'élever comme sa fille. En lui donnant les outils pour vivre de manière indépendante, comme tout parent souhaite que sa fille soit heureuse, Esmeralda souligne qu'elle a besoin d'une tunique exceptionnelle pour la protéger. Elle continue en disant que les vêtements commerciaux de n'importe quelle marque ne font aucune différence, car son talent pourrait créer une tenue digne d'un haut elfe. Wei accepte de lui offrir la meilleure robe du monde, et Esmeralda, appréciant sa détermination, lui ordonne de chasser un dragon de cristal, un dragon suprême recouvert de cristal qui absorbe la magie, appelé Mage Slayer. Plan sur Zénith, testant ses sourires alors qu'elle est consciente de son visage même si elle a reçu des compliments. Wei la fait ressembler à ça, car la veille,
Il avait expliqué que c'était à cause de l'attention qu'elle trahissait et de l'expression qui faisait que Lily avait eu peur. Wei a mentionné qu'il avait besoin d'une recommandation de garde d'enfant puisqu'il partait le lendemain. Elle s'est immédiatement portée volontaire pour prendre soin de Lily, déterminée à obliger Lily à appeler sa mère d'ici la fin de la journée. Zeni prend un jour de congé et est convaincu que Lily appellera sa mère le soir. Wei dit au revoir, en utilisant une moto magique, tandis que Lily pleure adorablement, demandant de l'accompagner en voyage. Le petit diable parle dans la tête de Wei pour l'emmener, tandis que deux petits anges et le petit diable se disputent. Il résiste et décide de ne pas emmener Lily. Zeni embrasse Lily, avec un étrange sourire, pendant que Lily joue avec des jouets. Zeni sait que les enfants ne l'aiment pas et la voient comme une femme terrifiante. Son visage commence à se tendre. Et Lily s'en rend compte. Courir chercher du matériel à colorier, dessiner sur un morceau de papier Zeni et demander ce qu'elle dessine. Et Lily dessine le visage de Zeni, contente du dessin. Cela rend Zeni heureuse, car elle a le sentiment de faire partie de la vie de Lily et d'être reconnue par elle, même si elle n'a pas fait une bonne première impression. Zeni remarque que Lily a faim. Et il l'a emmenée dans le meilleur restaurant proposant des desserts. C'est une crêpe servie à Lily. Lily bavait sur la crêpe, parce que c'était la première fois qu'elle mangeait des crêpes moelleuses. Ce qui a laissé Zeni intriguée parce que c'était sa première fois et si elle n'était jamais allée dans un endroit comme celui-là, même si elle avait parlé du magasin de Laura et du magasin de vêtements de H. Ensuite, Lily a mentionné une autre fille et Zim a été choquée, pensant que cela pourrait être son ex-femme, mais Lily a dit qu'elle possédait un magasin de vêtements et l'a remercié d'avoir beaucoup de vêtements parce qu'Ola et son père étaient clients. Elle a demandé où se trouvait le magasin et Lily a répondu que c'était à Zénith, ce qui a inquiété Z, pensant que Zénith était la ville la plus méchante du monde. Ensuite, nous passons à l'ancien dragon de cristal chassant sur un terrain volcanique. Les dragons de cristal sont un matériau très prisé pour les armures, comme les tuniques, et possèdent plusieurs propriétés magiques, mais les chasser est une tâche ardue, car ils se couvrent de magie et les attaques magiques sont neutralisées. Mais le plan de Oaz était d'injecter plus que ce que le dragon pouvait gérer. Il était sûr qu'il allait gagner lorsqu'il trébucha sur le dragon de cristal. Il concentra cependant toute son énergie magique dans sa main pour lancer une lance magique vers le dragon. Mais cela ne se fit pas et la lance finit par être neutralisée. Lex a réalisé ce qui se passait lorsqu'il a vu qu'il pouvait absorber la magie à l'infini et s'est retrouvé en difficulté lorsque le dragon l'a attaqué. Lex a essayé de lancer une pierre au dragon. Ce qui a confirmé que les attaques physiques fonctionnent effectivement, et il a trouvé un morceau de cristal tombé. Il fut stupéfait par l'incroyable capacité d'absorption, ce qui lui donna une idée. Et avec ce morceau, lançant toute sa magie, il prévoyait de le lancer sur la tête du dragon de cristal et d'attendre qu'il explose. Lex a promis à sa fille qu'elle obtiendrait une tunique brillante et un passe-temps. Alors qu'il lançait le morceau à une vitesse fulgurante, achevant le dragon et le déchirant en 1000 morceaux, laissant Oaz choqué, incapable de croire ce qui venait de se passer. Oaz est retournée au magasin de vêtements avec un sac rempli de cristaux et lui a demandé si elle pouvait en acheter. Lily est excitée à l'idée d'accueillir son père et Zénith s'inquiète pour son ex car il est arrivé en retard. Lily est toute heureuse parce que son père a apporté un cadeau et lui raconte leur journée pendant qu'ils mangeaient des crêpes et s'entendaient bien, même si Lily ne l'appelle pas maman. Car il lui a fallu beaucoup de temps pour l'appeler papa. Ce qui l'a fait pleurer après que Lily l'ait appelé papa alors qu'elle dormait dans la scène suivante. Nous découvrons la boutique de magie de Francio alors qu'ils recherchent des robes magiques. Ils attendent que Oaz leur fournisse les matériaux alors qu'il veut donner le dragon de cristal, qu'ils considèrent comme un matériau super rare qu'ils n'ont jamais manipulé auparavant. Ils confirment les matériaux dans une salle privée et, en voyant les cristaux, sont choqués par l'authenticité du produit, se demandant comment ils l'ont obtenu et combien cela coûterait. Lex propose que, s'ils acceptent ces conditions, il donnerait le matériel gratuitement, disant qu'il devrait confectionner la robe magique chaque année en utilisant le dragon de cristal, ajoutant une autre condition que nous ne pouvons qu'imaginer. Lily, de son côté, essayait dehors des robes et des vêtements pendant que le personnel du magasin trouvait Lily mignonne. Le designer sans doute. Comme le dragon de cristal est rare mais aussi cher, il explique qu'il a déjà trop d'argent et Lily et S sont heureux et excités car elle va avoir une belle robe cette année. Le lendemain, Oaz se rend dans la banlieue en ruine et Lily demande pourquoi ils sont venus ici, car c'est pour trouver un fabricant de bâtons. Azala avait déjà dit qu'elle avait un ami qui l'aiderait à fabriquer un bâton et Azala est surprise que son ex ait vaincu le dragon de cristal en visant l'intérieur de sa bouche avec un cercle de confinement magique et se demande d'où il tire ses idées. Nous passons à Lex alors qu'il tombe sur une vieille maison et demande si quelqu'un est à l'intérieur en suivant les instructions de S. Moral, le sensei.
Le vieil homme barbu trouva le nom nostalgique et demanda ce qu'il voulait. Oz veut que Romero forme un bâton et c'est un créateur de bâtons exceptionnel. Oz a placé un dragon de cristal, mais n'a trouvé aucun artisan capable de le manipuler, tandis que Romero comprend pourquoi cela a été recommandé, mais il refuse car il est déjà à la retraite. Lex, déterminé, pose à nouveau des questions sur sa fille et Lily lui demande gentiment de fabriquer un bâton et Romero pose la condition d'apporter une liqueur étrange. Ensuite, il en fera un. Lex avec cette information essaie d'en trouver un au supermarché tandis que Lily demande si l'alcool est bon, ce à quoi il répond brièvement oui, mais dit ensuite que l'alcool est mauvais parce que les adultes boivent par obligation. Oz veut trouver quelque chose de pratique comme une ambiance légendaire, ce qui les interrompt en disant qu'il en a une et qu'elle n'est pas en circulation sur le marché. Le père d'Eileen est un amoureux du butin et c'est un noble secret de famille. Mais elle ne sait pas si son père le lui donnera. Mais son ex a mis le sel dedans et lui a demandé de le donner à son père en échange. L'ex a eu l'alcool qui ne circule pas. Que ne pourrait-elle pas imaginer échanger contre du sel? Et demande s'ils peuvent boire ensemble la prochaine fois. Zin accepte et rougit un peu, pensant qu'il reviendrait demain, alors que son ex pensait qu'elle était juste obsédée par le haut elfe. Mais en réalité, la réminiscence des lignes est que son ex lui avait déjà dit qu'elle était belle si elle enlevait ses lunettes. Puisque les deux étaient proches avant et que son ex se moquait d'elle et la taquinait en disant qu'elle était belle et qu'elle n'en profitait pas. À ce moment-là, les deux hommes ont passé beaucoup de temps à la bibliothèque et se sont présentés. Oz était connu pour être l'étudiant ayant les meilleures notes. Zé est appelé un rat de bibliothèque parce qu'elle lit beaucoup et Oe voulait juste la rencontrer, car il prévoit de venir souvent chez elle. Zen ne s'est toujours pas remise de son premier amour, car c'en est trop et cela fait de nombreuses années depuis. Nous retournons chez Romero et Oz pendant que le processus de fabrication du bâton était un succès et le lendemain, ils ont rendu visite à Esmeralda pour obtenir la tunique qu'ils avaient demandée. En voyant la robe et le bâton, Lily est heureuse et excitée car le bâton est prêt le même jour. Le bâton était fabriqué à partir de cristal de dragon qui stabilisait les sorts et la plupart des gens pensaient que c'était incroyable. Romero a toujours ses compétences puisqu'il a demandé plus d'alcool. Lily récupéra enfin le bâton. Elle est maintenant une magicienne pleinement certifiée et elle est très excitée de montrer son nouveau look. Oe est surpris car il a l'air vraiment mignon et il regarde de près la qualité et les décorations et sont reconnaissants envers Esmeralda pour son aide. Cela a amené Lex à considérer sa fille comme le mage le plus mignon du monde alors qu'il voulait s'enfuir tout de suite et montrer son adorable fille à tout le monde dans la capitale, mais il s'est arrêté brusquement. Inquiet parce que ce serait vraiment grave s'il y avait des problèmes à l'école et qu'un tollé se produisait alors qu'une jolie fille s'inscrit et qu'elle pourrait se faire kidnapper. Nous transitons pour découvrir Nastri, une école de magie avec une longue histoire et qui offre la meilleure éducation. Car ils enseignent la magie de base et n'acceptent que des étudiants issus de familles importantes, mais ouvrent également leurs portes aux enfants plus âgés qui souhaitent apprendre la magie. Même si Lex a obtenu son diplôme au sommet de l'école, il a commencé sans rien connaître en magie, mais dans cet esprit, Lily est une alpha élevée, car l'école est conçue principalement pour les humains et peut être manquante et difficile à comprendre. Pour une race rare comme les hauts elfes, quel dommage ce serait-il si elle ne se sentait pas à sa place. Et si elle passait ses journées à sourire? Elle se fera beaucoup d'amis et il souhaite que sa fille profite pleinement de la vie et qu'il soit prêt quoi qu'il arrive. Oz a commencé à enseigner à Lily comment utiliser la magie et est convaincu que Lily deviendra une grande magicienne, car les hauts elfes ont souvent des pouvoirs magiques dans leur corps. Mais ils n'en sont souvent pas conscients. Lex a transmis son pouvoir magique à Lily, qu'elle devrait pouvoir utiliser avec ses mains au fur et à mesure de ses efforts. Rien n'est sorti de façon inattendue. Lily s'est un peu évanouie parce que l'anxiété ne disparaît pas et s'est excusée auprès de son père pendant que son ex lui assure de ne pas s'inquiéter, car elle devrait prendre le temps dont elle a besoin, car c'est sa première tentative. Lily continue d'essayer. Mais en vain car Lex a pensé à des moyens de lui faire ressentir de la magie après quelques essais. Lily demanda si elle pouvait à nouveau ressentir la transmission de la magie. Mais il a dit qu'il était temps de manger. Et pour ne pas trop essayer, Lily était figée, se demandant si elle pourrait devenir une sorcière. Cela fit pleurer Lily. Mais son père lui a assuré qu'elle y arriverait et qu'elle serait magicienne. Il pensa aussi à une raison, puisque Lily, étant une haute elfe, traversait une période difficile. Il est allé chercher quelqu'un pour l'aider et ils ont cherché Morala, qui n'enseigne plus, mais qui est prête à aider parce qu'elle aime les enfants honnêtes. Elle a demandé si elle avait découvert pourquoi Lily ne pouvait pas utiliser la magie, car Morala est un génie. Elle a déjà compris quel est le problème.
Lily a un flux de pouvoir magique plus rapide que les enfants normaux et cela prête à confusion car cela ne correspond pas à sa fréquence. Il a souligné 2 défauts. L'une est que le père n'a pas réalisé que Lily avait des ennuis et l'autre est qu'il se sentait coupable d'être un mauvais père et de mettre sa fille en danger, en plus de ne pas l'avoir remarqué auparavant. La solution était d'ajuster la vitesse de son pouvoir magique. Ils testèrent à nouveau, transmettant la magie à Lily. Cette fois, elle sentit la magie passer à travers ses mains, qui étaient chaudes et avec une fréquence plus élevée. Lily a jeté un sort et a lancé de la magie avec sa main, ce qui a mis son père mal à l'aise. Elle libéra son pouvoir et son père lança une barrière magique d'urgence, montrant que sa magie est puissante. Après le choc, Lily lui a demandé s'il avait bien fait les choses et il a confirmé que tout allait bien. Ce qui fit pleurer Lily d'excitation à l'idée de pouvoir enfin devenir mage. Il lui tapota la tête et la rassura, mais il se sentit aussi mal de la mettre mal à l'aise. Lily fut félicitée d'être enfin une vraie sorcière. Le père la tient tandis qu'une femme plus âgée déclare qu'elle est maintenant une vraie magicienne. Un papillon blanc délicat apparaît volant gracieusement par l'air. Le bel insecte atterrit doucement sur une surface douce. Lily appelle son père, excitée. Pour lui de voir le papillon s'arrêta dans sa tête. Il sourit, remarquant son amour pour les papillons et sa nouvelle capacité à ressentir leur magie. Une pensée profonde traverse son esprit sur l'immense joie d'élever une fille. Il réfléchit à la façon dont la paternité l'a éloigné de la maison de sa famille. Le visage de Lily est l'image même du bonheur tout en profitant de ce moment magique. Une expression de décision calme et sérieuse prend le visage du père. Il laisse échapper un soupir déterminé, après avoir pris une décision importante. Il annonce qu'ils partiront, recevant l'animation contagieuse de Lily. Bientôt, ils arrivent dans un imposant manoir derrière une porte de fer. En frappant à la porte, il explique à la curieuse Lily que c'était la maison où il a grandi. Votre esprit bout d'angoisse à propos de la rancune possible de vos parents après si longtemps. Il se prépare à une confrontation, comiquement soutenue par le biaillet de Lily vivant. La porte s'ouvre et révèle une femme élégante, complètement choquée par leur apparence. Avec un sourire nerveux, il salue sa mère après tant d'années. Un panneau silencieux marque la transition de la scène. Maintenant, ils sont assis à l'intérieur de la maison, prenant du thé et mangeant un plateau de bonbons délicats. Sa mère déduit correctement que le petit elfe doit être orphelin. Il note que cela explique pourquoi l'enfant ne ressemble pas à sa famille. La femme se présente officiellement Lily comme sa nouvelle grand-mère. Lily essaie de comprendre cette nouvelle connexion. Demander comment cela se rapporte à la mère du père. Il explique avec des liens familiaux confus pour sa fille perdue dans les contes. L'expression de la mère s'adoucit lorsqu'elle dit fièrement que Vaz a été un bon père. Choqué par sa gentillesse, il a besoin de savoir pourquoi elle n'est pas furieuse. Elle répond calmement, disant que les visites constantes de Zieglin l'ont empêché de se sentir seule. Il est stupéfait d'entendre le nom de Zieglin dans ce contexte. Flashback montre Zieglin promettant à ses parents qu'il trouverait son fils. Sa mère révèle que Zieglin a entendu parler d'elle chaque semaine depuis son départ. La révélation de sa loyauté le laisse sans voix. Il se rend compte, avec un blanc, qu'il était préoccupé par les mauvaises personnes. La mère demande alors directement s'il pensait déjà aux sentiments de Zieglin. Elle souligne à quel point Zieglin se soucie de lui malgré son égoïsme. Il marche avec Lily, réfléchissant sur les paroles de sa mère et les désirs anonymes de Zieglin. Il reconnaît que Zieglin devient la mère de Lily dépend des sentiments de sa fille. En regardant Lily dormant, elle décide de les soutenir pour s'entendre. Plus tard, cette soirée, il reçoit Zieglin à la maison lorsqu'elle arrive pour une visite. Soudain, il s'excuse, la laissant complètement confuse par ses paroles. Avec une expression sérieuse, il l'appelle fermement. Il raccourcit soudainement la distance, la faisant effrayer alors qu'elle s'assoit, entourée de roses imaginaires. Demander si elle veut être la mère de Lily. Zieglin est totalement sans fondement, le visage rincé du choc et de la confusion. Babillage, incapable de dire quoi que ce soit face à l'intensité du moment. Affligé. Essayez de changer le sujet en parlant du manuel que vous avez apporté à Lily. Votre esprit fonctionne, pensant qu'une telle proposition avait besoin d'un climat romantique. Il lui coupe la panique, lui demandant si elle se soucie vraiment de Lily. Toujours stupéfaite, elle ne peut pas répondre correctement. Il demande si elle a des doutes. Et elle nie avec véhémence. Un sourire radieux de soulagement apparaît sur son visage alors qu'il murmure. Enfin, il regarde ce sourire. Notant à quel point elle est rare et différente pour elle. Soyez ravis de la beauté soudaine de son expression. Dans la pensée silencieuse, il admet à quel point elle est mignonne quand elle sourit.
à la lumière de la pleine lune. Demandez si elle a le temps demain. Un panneau marque la conversation calme de la nuit. Elle accepte excitée, promettant de réparer le calendrier pour lui. Il interprète mal son enthousiasme. Cela conclut sombre que c'était une mission. Le lendemain, il la trouve attendre une belle robe dans son café préféré. Il est surpris de la voir dans des vêtements aussi décontractés et différents. Généreuse, elle propose n'importe quoi dans le menu coûteux. Zieglin demande du café et des crêpes pour les deux avec la serveuse sympathique. Un magnifique plat de crêpes arrive, valant le prix salé. Il demande pourquoi elle a demandé cela, et elle admet de ne pas aimer les bonbons. Un peu timide, explique qu'il était curieux et suggère qu'il divise le plat. Il demande s'il peut en obtenir un peu et elle l'encourage à le prouver. Il donne une bouchée et s'exclame à quel point il est délicieux, surpris par le goût. Zieglin éprouve un délicat petit morceau de crêpe. Mâché soigneusement, savourant ce goût inattendu. Un sourire brillant et authentique s'ouvre sur son visage quand il convient qu'il est très bon. Il l'observe avec une expression réfléchie et nostalgique. Il murmure qu'il n'a jamais imaginé qu'ils seraient à nouveau ensemble comme ça. À l'extérieur du café, il remercie la journée et le cadeau des crêpes à Lily. Demandez si vous pouvez l'inviter à nouveau, et elle est d'accord, en les appelant des amis. Il sourit et salue, prêt à dire au revoir, mais le mot ami le paralyse, le rendant visiblement confus. À la maison, Lily accueille son père excité et joyeux. Il livre les crêpes, reçues avec l'euphorie. Explique que le présent est venu de Zieglin en particulier. Lily sourit, disant que Zieglin est cool et que son plan secret fonctionne. La scène coupe à Zieglin, qui le voit annoncer sérieusement une nouvelle mission. Elle le réprimande pour avoir oublié de contacter 2 jours de suite. Cela explique que l'étrange mission est de trouver quelque chose d'incroyablement mignon et moelleux. Les deux sont assis face à face dans une table basse. La vapeur s'élève du café. La cible de la mission est une fille riche qui veut un manteau unique et non éclair. Vaz demande sarcastiquement si le ministère est devenu un supermarché. Zieglin explique que le manteau est purement esthétique, sans usage défensif. Avec un certain sourire, Vaz accepte la mission de chasser quelque chose de mignon. Il rassure Zieglin, se souvenant que c'était lui qui a proposé d'aider. Un père ne marque pas son départ du café pour commencer la chasse. Lily écoute les plans de voyage et insiste pour accompagner les crêpes. Au téléphone, il explique qu'il a des affaires en dehors de la capitale. Lily et une autre fille supplient désespérément d'accompagner son père pendant le voyage. L'objectif de la mission est de trouver The Angel Bear, un charmant monstre plus vulnérable. En arrivant dans un vaste champ, Lily s'émerveille du magnifique paysage. Elle fait remarquer une prairie pleine de chiots d'ours mignons. Lily s'approche lentement, jouant et s'assurant qu'elle n'est pas effrayante. Avec un sourire éclatant, il demande si les ours en peluche veulent jouer avec elle. L'un d'eux regarde son curieux et amical. Le petit ours surprend Lily en frottant la jolie tête sur son visage. Son visage s'illumine avec une pure joie avec un geste aimant. Elle explose en riant lorsqu'elle est entourée d'une foule de chiots ludiques. Le tas d'ours câlins entoure la fille dans un câlin chaud. De loin, le père royal entend sa fille crier qu'elle chatouille. Il décide de profiter de la distraction pour remplir sa mission secrète. Décide d'utiliser le moment où la fille joue heureuse. Pensez au choc que Lily aurait si elle le voyait vaincre l'un d'eux. Son regard scannait le champ à la recherche d'un ours d'ange adulte adapté à la chasse. Il en trouve un, marchant seul dans une colline lointaine. Décide d'agir en rassemblant une énergie magique puissante dans sa main de gant. Avec une concentration intense, il forme un cercle magique complexe, préparant le sort. Mais l'appel soudain de Lily lui fait peur, brisant sa concentration. La panique prend le relais quand il se rend compte qu'il a été pris. Elle demande à Innocent ce qu'il fait et l'appelle jouer. Maintenant, à 4 pattes, il est encouragé par Lily courir après les chiots. Avec un effort comique, elle entre dans la blague en criant qu'elle peut compter sur lui. Le visage de Lily brille de joie en riant sans arrêt. La persécution se poursuit pour le terrain avec Lily heureuse à l'aventure. Il remarque, épuisé, que les berces fonctionnent beaucoup plus rapidement que je ne l'imaginais. Horrifié, il pense que si ce n'est pas plus difficile que de vaincre un dragon de cristal. Toujours en course, Lily l'anime en disant qu'ils arrivent presque. Mais son expression joyeuse devient préoccupante de le voir en diminuant le rythme. Soudain, il est violemment jeté en l'air avec un cri de surprise. Lily court vers lui, désespérée, demandant ce qui s'était passé. Alors qu'il est allongé sur le sol, elle pointe vers un grand ours qui allait. L'ours jase immobile adulte, un petit chiot qui s'accroche toujours sur son dos. Une figure mystérieuse émerge en marchant dans le champ près du corps.
Le nouveau venu semble attaquer l'ours, effrayant Weiss. Il se demande ce que la personne fait pendant qu'il touche fermement le sol. La figure donne un coup de pied puissant près de l'ours, créant un petit cratère. L'impact est si fort qu'il libère un grognement d'effort. Lily a paniqué pour vérifier l'ours, son père inquiet derrière elle. Le chiot orphelin sur la mer laisse échapper un triste chorino. Il explique doucement Lily que sa mère est malheureusement décédée. Ses yeux se remplissent de larmes alors qu'elle regarde la dure réalité. Elle serre le triste chiot avec toute l'affection. L'attaquant, une fille à la peau foncée, se plaint qu'elle a été blessée dans la confrontation. Il va devant Lily, la protégeant de l'étrange mystérieuse. Elle demande qui ils sont et il explique qu'elle l'a arrêté pour blesser l'ours. La fille a l'air vraiment confuse et contrecarre l'accusation. Rapidement, cela précise que c'est le contraire. Elle patrouille dans la région. Il révèle que les ours sont l'attraction touristique et qu'il enquêtait sur une blessure. Après le malentendu, il se présente comme vase et montre sa fille Lily. La fille, Kaya, adoucit sa posture et commente à quel point sa fille est charmante. Lily se soucie de l'avenir du chiot, craignant qu'il ne soit seul. Vaz demande à Kaya si le chiot serait en sécurité dans son village voisin. Kai explique que son pauvre village n'a pas de ressources pour accueillir tous les orphelins. Il dit que leur objectif est de patrouiller pour éviter les accidents, donc j'enquêtais. Les yeux pleins de larmes, Lily demande à son père de ramener le chiot à la maison. Un sourire doux et compréhensif vient sur son visage alors qu'il regardait sa fille. L'ours en peluche et le lys font une expression irrésistible de plaider ensemble. Il comprend ce qu'elle veut et décide de bien prendre soin du petit. Vous demanderez à Seaya si vous pouvez rester avec le chiot, car ils vivent dans la capitale. Kanada est choqué d'apprendre qu'il vit également dans la capitale lointaine. Bientôt, il se récompense, s'assurer qu'il y a un jardin et que l'espace ne sera pas un problème. Le genou va à Lily, lui demandant si elle comprend la responsabilité d'avoir un animal de compagnie. Lily déclare fermement qu'elle fera tout pour prendre soin de lui. Convaincu par la promesse sincère de la fille. Le père accepte la demande complète de compassion. Lily, radiant, annonce que le petit chiot orphelin fait maintenant partie de la famille. Heureux de la vie. Rendez-vous en peluche sur le dessus avec un cri de victoire. K insiste pour aller dans la capitale pour vérifier personnellement la nouvelle maison de l'animal. Elle regarde Vaz avec une expression déterminée, mais aussi un peu nerveuse et supplique. Son visage égorant l'irritation face à cette complication inattendue. Il est d'accord, mais prévient que les règles rigides de la capitale peuvent l'empêcher d'entrer. K demande avec enthousiasme à leur véhicule d'aller immédiatement à la ville. Vaz, sans pitié. Il suggère de le faire glisser avec une corde pour son horreur absolue. Crisant, elle accuse le commentaire cruel d'être extrême et fou. Vous avez donc une idée, demande à être placé à l'intérieur du sac magique. Il admet qu'il n'a jamais mis un être vivant à l'intérieur et ne sait pas ce qui peut arriver. Avant de protester, la magie de la bourse commence à la tirer à l'intérieur. Les drapeaux se sont nuls contre sa propre volonté, incapables d'éviter. Ils atteignent une colline surplombant la capitale, tandis que Lily joue avec le chiot. Kaya tombe hors du sac magique, complètement étourdie et désorientée. Lily demande pourquoi Kaya ne bouge pas pendant que son père vérifiera. Vous vous demanderez si elle va bien. Alors que Lily joue toujours joyeusement avec Kumata, le nouvel ours en peluche. K réveille Tonita, ne comprenant rien sur l'endroit où il se trouve. Il explique qu'ils sont proches de la capitale, car elle avait demandé à voir la maison. L'explosion soudaine de sa peur Lily et le chiot, qui lui font face curieux. Furious, merde va, criant qu'il doit assumer la responsabilité de la tuer presque. Il répond froidement que c'était sa suggestion depuis le début. Déclarant qu'elle ne peut pas lui faire confiance à l'ours, elle décide qu'elle ne reviendra pas. Ensuite, vous admettez que vous n'avez pas d'argent pour la nourriture ou l'hébergement. Saisissant la main de Lily, elle court vers la porte de la ville, tirant la fille. Note Vaz, doutant jusqu'à ce qu'elle puisse passer par le contrôle d'entrée, mais un gardien souriant laisse un groupe clairement suspect sans problème. Kanada et un civil sont choqués, tandis que Lily n'est que heureux. Le civil commente à quel point ce groupe semblait suspect. Furieusement sur lui, criant à l'incompétence du garde. L'assistant de Zieglin explique que les compagnons de Weiss ont une entrée gratuite et inconditionnelle. Déjà à l'intérieur de la ville, K est étonné de la grande architecture. Il est ébloui par les vues incroyables autour. Oubliez la colère avant. Pendant ce temps, Vaz porte le chiot Sleeping Angel Bear. Il remarque que Lily est également fatiguée, avec Kumatan dormant sur ses genoux. Mais l'idée des crêpes survient et la fatigue disparaît. Remplacée par une pure excitation. Le nouveau compagnon, K, maladroit, demande si Vaz peut lui donner de la nourriture aussi.
Ils atteignent un restaurant élégant et sophistiqué dans la capitale. À l'intérieur, Lily est ravie de crêpes mignonnes, disant qu'il ressemble à un paradis liquide. Le bruit d'une fourche sur une assiette vide marque l'extrémité du repas satisfaisant. K. Ravi, il murmure que la nourriture était tout simplement délicieuse. Cela reflète que vous n'auriez jamais vécu quelque chose comme ça dans votre village. Avec un soupir. Clarifie que le problème n'est pas la distance, mais le prix. Explique qu'une tasse de café coûte plus d'une semaine de salaire. Lily entre dans la conversation, remerciant profondément son père pour avoir pris soin d'elle. L'expérience inspire Kaya, qui déclare maintenant avoir le but de gagner dans la capitale. Vice, détendu, veut juste de la chance face à sa nouvelle ambition. Faire confiance, Kaya appelle le serveur et demande une autre assiette de crêpes. Lorsqu'il pose des questions sur sa famille, elle répond sans se soucier qu'ils supposeront qu'elle a été dévorée. Le soir, ils arrivent dans une grande et confortable maison sous la pleine lune. Lily, tout mignon. Il propose au nouvel animal de compagnie, Kometa, une assiette comme la sienne. Il dit heureux que de demain, il y mangera. Ensuite, il présente le concept de canapé pour le chiot, expliquant ce qu'il sert à s'asseoir. Elle le niche avec l'ours en peluche, complètement heureux. L'atmosphère se transforme en quelque chose de tendu, Vice et K à genoux dans la soumission. Zieglin est devant eux, avec une expression froide et intimidante. Elle appelle Vas par le nom d'une voix ferme et pointue, exigeant des réponses. Il demande s'il se souvient de la mission et l'a terminée. Kaya entre, présentant et interrogeant ce que Zieglin y fait. Avec un look froid, Zieglin la coupe, indiquant clairement que je ne lui parlais pas. Surpris, K laisse échapper un cri, intimidé par la puissante aura de l'autre. Il vous murmure, appelant Zigrin un démon et mendiant de l'aide. Entre les larmes, Kai explique qu'être dans la capitale a toujours été son plus grand rêve. Vice analyse la situation tendue et invente rapidement un plan. Il ment, disant que Kai est un spécialiste de sang Jobert qui est venu aider. Le maintien de la gravité, il soutient le mensonge improvisé. Zieglin écoute, les incroyant sans être impressionné du tout. Malgré cela, il accepte à contre-cœur un cri joyeux de K. La tension s'effondre, et Lily et K servent comme attend heureux pour l'avenir garanti. Plus tard, vous avouerez à Zieglin que K pense que les ours sont carnivores. Zieglin réagit sans surprise par sa grave ignorance, avertit Vice de ne pas apporter plus de problèmes, se souvenant qu'elle n'est pas omnipotente. Le lendemain matin, Vice se réveille épuisé du chaos de la veille, un peu endormi. Appelle Lily alors que Zieglin part après avoir donné des instructions à Kaya. Approchant la chambre de sa fille, elle appelle à nouveau pour savoir si elle est déjà éveillée. Une énorme explosion magique résonne de l'intérieur, accompagnée d'un cri déterminé. La vague d'énergie jette plus loin dans le couloir, sur un ton comique. Lily apparaît effrayée à la porte, appelant son père sous le choc. Elle court vers lui demandant s'il va bien pendant qu'il est tout mal sur le sol. Avec des larmes aux yeux, Lim avoue qu'il entraînait la magie pour devenir maga. Vice comprend, réalisant qu'elle peut se sentir magique, mais ne peut toujours pas contrôler. Il réfléchit à la nature de la magie, expliquant que c'est comme une forme de science. Assis par terre, il demande quel genre de magicien elle veut être. Le petit elfe lève les yeux. Hésite un moment et donne une réponse sincère. Vaz entend soigneusement, son expression changeant à la profonde surprise. Avec des yeux brillants et sincères, Lily révèle son ambition simple et altruiste. Ravi, il la serre dans ses bras. Voulant qu'elle trouve son propre chemin sans se sentir hors de la dette, elle décide qu'elle sortira dans une aventure pour former ses nouvelles compétences. Propose qu'ils pratiquent la magie ensemble en dehors des limites de la ville impériale. Les yeux de Lily s'élargissent d'une pure excitation avec l'idée d'une aventure. Elle accepte à l'époque, pleine de joie dans sa voix. Le voyage commence dans la nature, avec une sauterelle sautant entre le gramme élevé. Lily se prépare excitée à capturer l'insecte avec son rodina. Une brève coupe montre les deux courir et rire ensemble sous le soleil dans un champ. Une étroite huppe révèle les sandwichs appétissants qu'il a préparés pour le pique-nique. Lily mange heureuse, louant la nourriture merveilleuse de son fier père. Mais bientôt, votre attention est attirée par un lapin sauvage mâchant l'herbe. Excité, il appelle l'animal, voulant se faire des amis. Le père se souvient d'elle avec une façon dont ils ont besoin pour commencer l'entraînement magique. Lily regarde le lapin avec une expression réfléchie et un peu fade. Soudain, il se rend compte qu'il avait complètement oublié le but de la tournée. La leçon commence avec le père en examinant l'importance des cercles magiques. Il atteste, pointant un diagramme complexe qu'il a conçu. Lily répond avec confiance, identifiant le cercle de base de la magie du feu. Il fait l'éloge du petit elfe de sang noble pour la vitesse et la précision en théorie, mais prévient que dans la pratique,
c'est très différent. Observant l'endroit. À la recherche d'un monstre approprié comme cible. Une petite boue inoffensive aux yeux aqueux. Saute dans l'herbe proche. Il pointe la cible parfaite devant le Lily curieux et vivant. Avec un sourire encourageant. Demandez-lui d'utiliser la magie du feu en lui. Le visage de Lily change à temps pour choquer et horreur. Elle et l'ours en peluche semblent indignés par la suggestion cruelle. Il murmure avec une pitié sincère sur la façon dont cette boue est impuissante. Le père regarde. Sa posture ludique s'adoucissant avant la compassion de sa fille. Il cède, convenant qu'il pourrait être préférable de sauter cette partie. Il réfléchit sur son propre passé, admettant qu'il ne se sentait jamais désolé pour les monstres auparavant. Suggère ensuite un arbre énorme et robuste comme nouvelle cible infaillible. Lily fait face à l'arbre. Demandez avec doute si ce serait juste. Il garantit que, par taille, ce serait parfait. Avec un cri déterminé, Lily se positionne, son petit corps émanant de la concentration. Son visage devient un masque de concentration tout en préparant le sort. Une douce étincelle d'énergie vient à la fin de sa baguette ailée. Avec une capacité impressionnante, il commence à dessiner le cercle magique dans l'air. Le père regarde avec fierté et encouragement estampillé dans le sourire, avec un cri ferme. Lily libère le sort contre l'arbre. Une explosion catastrophique d'énergie brute avale l'arbre dans un vortex violent. Lily est sous le choc, terrifiée par son propre pouvoir. D'autres observent les incroyants tandis que l'arbre est complètement effacé. Le père est béant, sans voix face à une force absurde. Il bégaie, ne croyant pas au résultat écrasant. Une masse d'énergie spectrale. Semblable à l'eau, il sort de nulle part et efface les flammes, en évitant un feu. Essuyant la sueur, il soupire avec soulagement de la presque catastrophe. Après l'explosion, Lily cambalaya, complètement épuisée. Vis fonctionne et soutient avant de s'évanouir pour de bon. Avec un sourire faible, elle explique que son corps ne pouvait pas supporter la force de la magie. L'arbre autrefois imposant n'est maintenant qu'un fouillis fumant et détruit. Tenant sa fille endormie dans ses bras, Vas regarde les lieux avec une expression sérieuse. Il comprend l'immense pouvoir d'un elfe plus élevé et sait qu'elle a besoin du contrôle. La solution est un chapeau spécial utilisé par les vétérans pour réguler la magie. Plus tard, Zieglin est surpris d'apprendre que Lily a déjà besoin d'un tel chapeau de sitôt. Weiss explique que sa puissance magique extraordinaire peut un jour jusqu'à ce qu'il dépasse le sien. Compte tenu de cela, Zieglin est un peu déconcerté, une goutte de sueur qui coule sur son visage. Avec un sourire confiant, Weiss déclare qu'elle ne perdra pas dans le vrai combat. Son regard est d'une rivalité féroce mais amicale. Zieglin répond à l'esprit compétitif avec un léger sourire de ceux qui ont déjà compris la pièce. Elle se souvient qu'il l'a battue, mais il souligne que ce n'était que dans la pratique. Revenant au sujet, il admet que tout chapeau de magasin ne convient pas. Demandez si elle a une recommandation dans un bon magasin. Zieglin assume une expression réfléchie. Compte tenu de la question, elle suggère un endroit appelé Narin, célèbre pour un chapelier légendaire. Weiss réagit sous le choc en entendant le nom de cet endroit légendaire. Zieglin décrit la narration comme une nation autonome et fermée, habitée par les fées et les elfes. Elle mentionne bientôt les règles d'entrée strictes dans le pays. Explique que seuls les fées et les elfes peuvent entrer, à une seule exception. D'autres courses ne viennent que si elles ont une fée ou un elfe. Un look particulier reprend Vis comme vous le voyez. Il réfléchit sur le long voyage vers le Narin avant la cérémonie d'entrée de Lily. De retour à la maison. Une voix animée résonne, Lily, avec des yeux brillants et étreille dans l'ours en peluche, le reçoit heureux. Un peu désordonné, mais plein d'affection, Weiss l'attrape avec un câlin serré. Il lui caresse la tête pendant que la fille raconte comment la journée était. Son visage est le portrait du bonheur le plus pur, la regardant, l'expression de Vesuvisa avec un amour paternel profond. À l'intérieur, il est né une puissante détermination de lui donner le meilleur. Appeler le nom de la fille, retient sa curieuse attention. Il propose un voyage d'une semaine, la prenant par surprise. Euphorique, Lily célèbre le coma étreint avec joie. La destination est marquée, la terre magique et inconnue d'Anahem. Dans une pièce luxueuse, une femme de chambre essaie de réveiller Zieglin, toujours couché. La page de titre du chapitre montre son profil élégant dans Close, ennuyé. Zieglin est assis, remettant en question l'interruption de sitôt en vacances. La femme de chambre s'excuse, informant qu'une visite est arrivée. Zieglin se demande qui apparaît très tôt le matin. La femme de chambre révèle que les visiteurs sont leur Weiss, Lily et leur mascotte. Dans une panique, Zieglin saute du lit, envoyant la femme de chambre pour verrouiller Weiss. Pendant ce temps, Lily admire la magnifique salle de réception avec des yeux merveilleux. Elle murmure l'endroit ressemble à un château de princesse.
Weiss commente sèchement sur le style de vie luxueux de Sidrin. Il note que même sa robe, si élégante. Il sert de vêtement pour rester à la maison. Zieglin entre en uniforme et s'excuse pour le retard. Toujours en uniforme, Vache renvoie les excuses pour visiter trop tôt. Elle demande ce qui l'a emmené là-bas pour la première fois. Il demande de toute urgence, où il est cas, confondant Zieglin. Révèle ensuite le plan de se rendre à Nae à la recherche du chapeau. La nouvelle tombe sur Zieglin comme Thunder, brisant son sang-froid. Son esprit fonctionne, soupçonnant qu'il prévoit d'utiliser Kaya pour entrer en famille. Elle se perd dans les hypothèses, pensant qu'elle peut être explorée ou même se marier. Sous le poids de leurs propres conclusions, ils commencent à trembler avec l'agitation. Cachez votre visage entre vos mains, perdant totalement votre posture professionnelle. Zieglin le confronte, accusant d'avoir prévu de faire de la mère de Lily. Lily, innocent, précise que la vraie raison est à cause de l'ours en peluche ange. Elle lève le jouet en peluche, fière, et annonce son nom, comme Atom. Le malentendu que Weiss et Ziggy encouragent avec honte. En se tournant pour partir, Ziggy l'empêche d'attendre. Il devient confus, et elle est sans voix, avalant ce qu'elle allait dire. Vous voulez juste qu'il fasse attention au voyage. Avec un sourire confiant, Weiss promet qu'il appréciera. Lilia happy scène. Alors que Zieglin regarde le match seul, Zieglin pense qu'il aimerait qu'il l'avait invité à aller, mais a démissionné, se souvenant que le travail l'aurait empêché. La scène passe à un autre coin de la ville, devant un ensemble d'appartements. Une boîte de clowns accueille Lily et va avec enthousiasme dans sa maison. Elle présente pompe à son Newcastle, mais Lily remarque le look vide. Vi s'impressionne qu'elle a trouvé un magasin qui vendrait ses vêtements rapides. Kaya fait une pose qui appelle la pose d'une fille de la ville, que Lily imite bientôt. Lily explique qu'elle a besoin de K pour s'occuper de son ange d'ours pendant une semaine. Elle parle sérieusement, tenant le comaton d'un accent grave côté. Vous allez trouver honteux de l'appeler un ours en peluche ange, mais Lily insiste sur le nom. Il demande ensuite officiellement à Kaya de s'occuper du chiot pour eux. Kaya fait face à la méfiance et un peu d'irritation. Cela suggère qu'il demande à la riche dame Zigluglan de prendre soin de l'ours au lieu d'elle. J'ai vu de m'être ennuyé, pensant qu'elle est convaincue et pense à donner une leçon. Mais la voix innocente de Lily interrompt. Dire que son visage est effrayant. Le visage de Vaz est montré dans une étroite sombre et menaçante. Il se récompense rapidement. Se souvenir de la responsabilité d'être un bon père, active soudainement, laissant K confus. Avant de partir, il offre 100 000 zoni comme paiement de la tâche. Viz se tourne pour partir avec Lily, laissant K sous le choc de l'offre. Elle appelle désespérée, leur demandant d'attendre. Sur un ton en détresse, il change son attitude et insiste sur le fait qu'il fera le travail. Fièrement, il se déclare un maître de l'ange des Bears. En disant que c'était juste modeste, vous l'avez gravement averti de prendre bien soin de l'ours en peluche pendant le voyage. Tenant avec Maton, K promet convaincu qu'il le fera. Elle dit au revoir excitée, agitant en partant. Le long voyage commence, les emmenant dans des montagnes enneigées. Ils traversent les plaines vertes dans une puissante moto magique. Le voyage comprend une pause amusante, avec Lily jouant dans un ruisseau cristallin. Ils font un arrêt pour la crème glacée, mais la balle de Lily tombe au sol. Le père et la fille contemplent le coucher du soleil ensemble à l'horizon. 2 jours plus tard, un petit accident fait tomber la moto. Avec ses bras ouverts d'extasie, Lily déclare être un voyageur. Le père lui caresse la tête, faisant l'éloge de l'effort dans le long voyage. Elle le regarde en riant alors qu'il continue d'affecter ses cheveux avec amour. Avec une certitude absolue, il déclare qu'il peut aller n'importe où aussi longtemps qu'il est avec papa. Weiss est profondément choqué d'entendre la déclaration d'amour de sa fille. Il réfléchit à l'immense bonheur d'être père, l'appelant sa meilleure décision. Une transition marque la fin du voyage et le début d'une nouvelle étape. Dans une falaise majestueuse et venteuse, Lily demande s'il s'agit du pays des fées. Il confirme, ajoutant qu'elle peut se faire de nombreux amis elfes. Ce qui le remplit de joie. Ensemble, ils se tiennent devant un mur de pierre colossal qui touche le ciel. Weiss admet être confus. Une voix mystérieuse commente la jolie visite. Une petite lumière apparaît, les calmant et leur demandant de ne pas avoir peur. Le père tourne immédiatement. Tirant Lily dans un câlin protecteur et exigeant de savoir qui est là, une silhouette ailée brillante vient de la lumière devant eux. De la clarté émerge un garçon espiègle avec un livre à la main et un sourire confiant sur son visage. Enchante, Lily demande s'il est une vraie fée.
Avec un sourire fier et excité, le garçon confirme oui. La fée, Zinéa, ouvre ses bras et accueille Formelle au pays des fées et des elfes. Lily, en extase, pointe Zinéa avec des yeux brillants avec l'émerveillement. Zinéa la regarde avec un regard perspicace, commentant à quel point cet elfe supérieur est adorable. Le visage du père se déforme en pur choc avec la révélation occasionnelle de son identité. Il demande à savoir comment ils ont trouvé, mais une autre fée demande simplement si ce n'est pas évident. Zinéa explique que son pouvoir magique est à un autre niveau, contrairement aux elfes ordinaires. Il gronde toujours Vise, se souvenant que le bon sens varie d'un pays à l'autre. Une réalisation choquante reprend le père. Les parents biologiques de Lily peuvent être là. Zinéa confirme la pensée non dite. Bien que rare, les elfes supérieurs vivent à Anaheim. La confirmation rend Vice stupéfait et surchargé. Les yeux de Lily se remplissent de larmes. Alors qu'elle se demande ce qui fera se rencontrer à ses parents, la question résonne en silence, sans réponse. L'incertitude raccroche dessus. Zinéa commence le processus de dépistage officiel. Demander s'ils connaissent les exigences d'entrée. Vaz confirme qu'il a appris que les elfes et leurs familles sont autorisés. Zinéa enregistre les noms. Vice et Lily, dans son livre officiel. Puis il note qu'ils ressemblent à différentes espèces, remettant en question le lien familial. Vice est tendu. Une goutte de sueur dégoulinant face à la question. Il commence à expliquer qu'il n'a pas de lien de sang, mais est interrompu. Lily est bonne. Proclamant à haute voix et fier qu'il est son père. Prenant par émotion, il pleure, chuchotant son nom alors qu'elle l'appelle le meilleur père du monde. Zinéa regarde la scène se toucher avec un sourire intelligent, impressionné par la caution puissante. La sagesse des fées déclare que la famille est plus que des liens de sang. Demande la raison de la visite, et Vaz explique qu'il cherche un maître de Lily. Avec les documents prêts, Zeneil les prépare à voyager. Vaz et Lily ont peur lorsqu'une énergie puissante commence à se former sous ses pieds. Un immense cercle magique, brillant et complexe explose sur le sol. Zinéa leur fait un grand adieu, accueillant le voyage à Anaheim. Dans un flash aveuglant, ils sont pris par le sort de téléportation. Vaz reconnaît la magie soudaine, tenant Lily effrayée, se frottant les yeux contre la lumière. Alors qu'elle ouvrait les yeux, Lily regarde quelque chose d'incroyable à distance. Tirant le col de son père, il pointe avec impatience, lui disant de regarder la scène devant eux. Nous regardons le look, la voix prise d'admiration en vous demandant ce que vous voyez. Tient Lily à côté de sa poitrine pendant qu'il regarde, s'émerveillant, la structure colossale impossible devant eux. Le regard traverse l'immense et vieux tronc d'un magnifique arbre. La Zinéa réapparaît, demandant si elles sont surpris par l'arbre magique, Yggdrasil. Il explique que c'est le cœur d'Anaheim, protégé par le roi des fées. Le pouvoir gigantesque de l'arbre soutient toute la vie et la magie de la terre. Vice est impressionné par une telle force, tandis que Lily commente avec enthousiasme que le voyage par téléportation était amusant. Avec le rôle de guide rempli, Zinem pointe vers la direction de la ville et offre une aide future. En regardant un adieu animé, Vaz remercie du cœur pour leur aide. Il met Lily sur le sol. Et la fille insiste bientôt pour marcher seule, pleine d'énergie. Il tire vers la ville, tandis que son père l'appelle, lui demandant de ne pas trop courir. Ses yeux s'ouvrent sur l'enchantement devant la ville éblouissante qui survient. Ils arrivent à l'entrée d'une ville fantastique construite dans les racines et le tronc de Drasil. Les rues sont bouillies avec des elfes élégants et des fonds fléchis. Lily souligne, avec enthousiasme, à la foule des fées, et le père partage la même admiration. Les personnes diverses et magiques remplissent les rues allumées par des lanternes enchantées. Vice commente à quel point l'endroit est incroyable, notant à quel point le montant est humain là-bas. Il marche dans une rue où des pierres magiques lumineuses sont dispersées comme des cailloux ordinaires. Il remarque l'exhibitionnisme occasionnel de la richesse tandis que Lily est enchantée par les lumières étincelantes. Soudain, quelque chose attire complètement l'attention de la fille, un magasin à venir. Elle tire avec anxiété le bras de son père, insistant sur le fait qu'ils doivent entrer. Il regarde, sans rien comprendre, face au sort choisi. La façade rustique et l'assiette indiquent clairement que c'est une taverne. À son étonnement total. Vice question où elle a manqué la création de sa fille pour qu'elle coule directement à une taverne. Avec détermination, Lily traverse la porte de l'endroit. À l'intérieur, l'atmosphère est étonnamment serein et sophistiquée, pleine d'elfes élégants et d'autres créatures fertiques. La fille a, surprise. Les yeux écarquillés au silence inattendu. Elle murmure étonnée car l'endroit est calme qu'elle ne le pensait. Le père s'approche et met sa main sur sa tête, lui demandant ce qui s'est passé.
Un petit serveur de cheveux blonds bouclés, impeccablement habillé, vole vers eux pour les recevoir. Lily est ravie de ça fait tandis que son père demande une table pour deux. La fille étire sa main, essayant doucement l'aile du serveur. Le petit est enchanté par le client mignon, célébrant à l'intérieur après avoir touché une vraie fée. Il demande s'ils sont arrivés maintenant à Anaheim, et Vaz confirme. L'homme est surpris de voir des fées fonctionner, mais le serveur explique que tout le monde là-bas a un rôle de l'héros et redresse un siège élevé, déclarant qu'il aime la grande chaise. Lorsque le serveur demande la demande, Lily répond avec confiance, alcool. Le père désespère, horrifié. Vaz corrige rapidement, demandant du jus pour Lily et la recommandation du barman pour vous. Un élégant barman presque vampire annonce qu'il préparera la boisson. Avec des mouvements rapides et précis, versez un liquide foncé sur des pierres de glace vives. Versez avec maîtrise. Le père et la fille sont fascinés, suivant chaque geste de la touche finale. Le cocktail sophistiqué est servi pour lui, tandis que Lily reçoit une boisson chaude dans une tasse de lion câlin. La fille se jette sur le comptoir, ivre parce que le père s'est amusé à la boisson. Il demande avec émotion parce qu'elle aime tellement l'alcool si ce n'est même pas doux. D'une voix douce et hésitante. Lily explique sa raison. Il dit que dans la vieille taverne, tout le monde semblait s'amuser à boire. L'expression du père se calmait pour réaliser soudainement ce qu'elle ressent, avec une étanchéité dans le cœur. Comprend qu'elle manque le gâchis gai de la taverne de la boutique L'Or. Il se souvient que bruyant, plein de souvenirs heureux pour sa fille. Flash montre la clientèle diversifiée et animée remarquant la tristesse de la fille, il demande s'il veut essayer sa boisson, elle est excitée, mais il met un état. Le regard devient sombre et il invente une histoire effrayante. Il dit qu'une sorcière kidnappe les enfants qui boivent, demandant si elle veut le risquer. Avec succès, lui fait peur, mais s'excuse bientôt et la réconforte. Le barman intervient, offrant un plat de bonbons bien mieux que l'alcool. Les yeux de Lily brillent face aux délices. Pendant qu'elle mange heureuse, son père remercie le barman et demande des informations. L'homme entend, l'expression devenant sérieuse. Il doute que l'artisan les recevra. Vaz insiste pour payer, mais le barman précise que le problème n'est pas de l'argent. Explique que le chapelier reclus se méfie tellement d'humains. Une image sombre montre une silhouette solitaire marchant dans une forêt sombre. Le père est montré en traversant les bois, espérant qu'ils acceptent sa demande de Lily. Un énorme oiseau de type oiseau a soudainement peur alors qu'il porte sa fille. Il se demande s'il peut vraiment y avoir un magasin dans un endroit aussi éloigné. Le visage révèle la confusion. En regardant la forêt dense, il trouve une maison excentrique en forme de champignon blanc avec des taches. Une assiette avec conception du chapeau confirme l'endroit. Vaz fait face à la scène avec surprise et soulagement. Il réveille Lily avec amour, chuchotant qu'ils sont arrivés. En entrant, trouve un atelier plein de chapeaux fantastiques. Lily regarde chaque morceau magique. Une voix joyeuse accueille le sommet d'un moment. Le propriétaire du magasin, un elfe élégant, qui descend et loue le petit client. Lily sourit, pure et radieuse avec la réception chaude. Le père s'excuse pour l'intrusion et demande un chapeau pour sa fille, mais l'expression de la femme se fige lors de la reconnaissance. L'air devient lourd. Elle le voit. Corps rigide. Confus. Vaz vous demande s'il y a quelque chose sur votre visage. La femme est choquée, dérangée par la question. Bientôt, il se récompense. Nie tout problème et les invite à entrer. Le chapelier s'accroche devant Lily, lui demandant son nom et aime son père. La fille répond avec joie. Proclamez votre amour pour papa. La femme commente la beauté de la famille unie, mais son expression s'assombrit, chargée de jalousie amère. À l'extérieur, le champignon ressemble maintenant à un ciel tendu. À l'intérieur, le chapeau et l'assistant leur parlent. L'assistant suggère d'amener Lily dans une autre pièce à mesurer. Vaz demande à sa fille d'écouter la sœur aînée. Excitée, Lily promet d'être une bonne fille et demande à papa d'attendre. Elle laisse heureuse avec l'assistant, agitant. Seul avec le chapeau, Vaz réalise l'attention. Sa voix distille le poison. Demandez comment il osait y apparaître. Son regard n'est que de la confusion. Il demande des explications. La femme, enveloppée dans une élégance noire, révèle son visage et se présente. Rodria. Cela le demande de se souvenir. Vaz pâle, la sueur dégoulinant en entendant le nom. Il nie toute mémoire, insistant sur le fait que c'est une erreur. Le profil de Rodria vient, le look froid et implacable. Elle dit que pendant qu'il a oublié, elle n'a jamais oublié. Ses yeux brûlent de fureur alors qu'elle l'accusait de tout prendre d'elle. Les mots tombent comme un coup physique pour vous,
ce qui est étonné. Il répète l'accusation, incapable de comprendre. Fait un pas en arrière terrifié, le pied broyant sur le sol. En désespoir, il maudit la situation, réalisant que Lily est en danger. Il prend un objet à proximité, se préparant, crie à nouveau, niant, déclarant qu'elle avait tort. Son expression change en tristesse profonde. Hanté par le passé, il supplie, lui demandant ce qu'elle veut de lui, que faire. Sa voix résonne dans un vide sombre alors qu'il décide. La main serre la baguette. Elle veut sa vie. Comprenant que Lily est en otage, il demande à parler. Mais elle crie qu'elle ne pardonnera jamais, jetant une magie puissante. Vaz reconnaît immédiatement le motif complexe du cercle magique brillant. Le visage se tordant sous le choc en voyant le sort. Une griffe éthérée avance contre lui alors qu'elle l'accuse de voler sa sœur. Weiss étend sa main, sachant déjà qu'il est tard. L'attaque le frappe, jetant sa tête en arrière. Pendant ce temps, Lily obtient une tasse d'assistant calme, Shira, réalisant la nervosité de la fille. Demandez si vous êtes anxieux. Il offre du thé chaud, lui disant de boire les bonbons en premier. Explique qu'il s'agit d'un mélange spécial d'Anahem. Au moment de l'impact, Weiss se rend compte horrifié qu'elle la connaissait déjà. Le récit revient 8 ans plus tôt, dans une petite ville d'Almaria. Deux brutamontes dérangent une femme à capuche dans la rue, essayant de lui faire boire. L'un d'eux essaie de déchirer le capot pour forcer la femme réagit à l'époque en brandissant la bague. Un va plus jeune regarde la scène des fenêtres, prenant votre boisson. Il commande sa capacité à lancer si vite. Réfléchis sur votre vie fugitive et comment vous avez aimé cette ville. La même femme à capuche entre dans la taverne où il se trouve. Vous allez voir la chance, avec un regard décidé. Il s'approche, et elle le reconnaît, se demandant s'il était devenu fou. Il insiste sur le fait qu'il parle sérieusement et fait une étrange demande. Qui l'allume? Essayez de vous assurer que ce n'est pas un sujet suspect. Elle enlève sa capuche, se révélant en tant que princesse en louant le thé de Marie. À son dégoût, Vaz répond sans cérémonie qu'il n'a jamais entendu parler d'elle. Rincé et nerveux. Elle penche et murmure sa véritable identité en tant que princesse du pays. Au lieu de douter, Weiss déclare calmement qu'elle croit en elle. La princesse est complètement surprise par son acceptation immédiate. Demande s'il se moque, trouvant incroyable que quelqu'un ait cru si facile. Il explique qu'il croit seulement ce qu'il peut voir de ses propres yeux. Dans une taverne confortable. Vaz commente la femme cagoulée qui avait déjà déduit qu'elle était vraiment une princesse. Olo voit la surprise avec sa perspicacité. Prenant une gorgée, elle admet qu'elle ne nie pas être un peu folle. Vice retire la conversation au plan d'enlèvement qu'elle avait mentionné. Un flash rapide montre l'atmosphère bruyante et chaotique d'une autre taverne. Homo montre clairement son fort désir d'échapper à son pays. Vaz commente qu'elle trouve même son pays agréable. Elle répond frustrée. Frappez la tasse sur la table. Les deux demandent bientôt un autre tour à la tavernero animée. La table est pleine de tasses de bière, certaines vides et pourtant pleinement pleines. Allo explique qu'il se sent beaucoup plus à l'aise dans une taverne que dans le palais. Viz écoute avec un léger sourire de compréhension à l'ouverture. Il résume son sentiment bien, laissant tomber la vie d'une princesse et vivre normalement. Tout de suite. Cela dit franchement que sa motivation est superficielle, une chose princesse gâtée. Déprimée, elle demande si le plan échoue juste pour cela. Il précise que, bien que peu profond, ce n'est pas une mauvaise raison. Avec un sourire chaleureux, il dit qu'elle devrait choisir sa propre vie. Olo est intrigué et même satisfait de ces mots de solidarité inattendus. Weiss demande pourquoi elle a besoin d'un enlèvement au lieu de simplement s'enfuir. Elle explique qu'échapper seule est impossible, alors elle a demandé de l'aide. Weiss a ri, disant que son intuition à son sujet était juste. Avec un sourire satisfait, Olo accepte l'aide du plan. Sous le ciel étoilé, Vaz promet qu'il kidnappera la princesse de ses propres mains. Il arrive dans l'immense château, confirmant la cible. Écheler facilement le balcon, en trouvant l'infiltration étonnamment simple. À l'intérieur, il fait une déclaration de séquestration embarrassante même pour lui. Un elfe endormi d'un pull bâillement, remarquant à peine sa présence. Elle s'excuse d'avoir chuchoté un moment. Vaz se souvient du risque qui s'exécute et le fait pression pour se dépêcher. Choqué, il remarque qu'un enfant est toujours éveillé. La femme, Radimaria. Essayez désespéré de vous avertir de quelque chose d'important. Il pose sa bouche avec une main gantée en silence. Puis il le soulève dans ses bras pour s'échapper. Une petite fille crie de désespoir de son balcon pendant qu'il saute. Un choc horrible frappe Vaz quand il entend ce cri.
Il comprend que la femme était la sœur de Rollo et s'excuse auprès de Lily à Whisper. La scène revient au présent. Lily regarde son père et demande s'il est vraiment son papa. L'histoire se retire à nouveau dans le grand château. Une page de titre annonce qu'un passé oublié est revenu pour Antévise. La scène montre une élégante princesse et sa fidèle escorte. La reine Elpha se soucie de la traumatise Lady Emeria. La reine se rend au jeune serviteur de la tresse nommé Shira. Elle prévoit de prendre la princesse Anaïn pour se remettre d'un traumatisme. Notez que la fille a créé un fort attachement pour Shira. Shira accepte avec ferveur, jurant de l'accompagner là où elle est. Dans un souvenir plus récent, Shira écoute patiemment le jeune Lily. La fille parle de son gentil papa et de vouloir le sauver un jour. Shira se rend compte à quel point cet enfant innocent aime les humains. Malgré la pénalité, la loyauté envers la loi de rédemption parle plus fort. Elle demande fréquemment si Lily n'aimerait pas rencontrer ses vrais parents. Lily répète, confuse, vraiment papa. Votre innocence vacille. Shira insiste sur le fait qu'être un elfe supérieur, Lily doit vivre parmi les elfes, pas humains. Lily fait face, les yeux écarquillés et pleins de confusion. Bégou qui ne comprend pas qu'elle veut juste papa. Désespéré, il commence à frapper sur une porte en bois, pleurant pour son père, note Shiro. S'excusant vide pour la souffrance de l'enfant. Coldement, il dit que Lily ne peut plus voir son père. Lily tourne. Le visage marqué par l'incrédulité absolue, je supplie la porte, criant à papa. Shira fait un pas ferme, prêt pour le coup final. La fille dit que son père n'est peut-être pas encore plus vivant. Le visage de Lily se fiche d'horreur à ces mots terribles. Il reste immobile, dévasté devant la porte fermée. Shira essaie de la réconforter, déclarant que Narin la rendra plus heureuse. Soudain, une force invisible frappe Shira, jetant ses cheveux tressés. Elle sent l'air de l'environnement changer. L'atmosphère est dense dans un instant. Shira regarde incrédule le phénomène étrange qui survient. Un vortex magique brut tourne autour de Lily Chorosa. Shira laisse échapper un gémissement de douleur. Dominée par la pression magique, entre la peur et l'étonnement, entre les sanglots, Lily promet qu'elle ne sera plus égoïste. Élevée par le deuil, jure que ce sera une bonne fille. Shira ne peut observer que la bouche ouverte de terreur absolue. Les cris de la fille pour son père atteignent un sommet désespéré. Un cercle magique brillant vient quand il demande à être sauvé. La force magique casse une fenêtre, jetant Shira en arrière. Flottant dans l'énergie, Lily crie pour ne pas être laissée pour compte. Votre dernière demande ne doit pas être abandonnée par papa. Une explosion colossale explose, se baignant tout dans la lumière aveuglante. L'impact berce tout l'endroit. La maison des champignons disparaît en ruine. Shiraja entre les décombres, gémissant de douleur. Lily regarde le corps immobilier de son père, chuchotant son nom. Vous irez pour un rêve nuageux. En écoutant la voix de sa fille en arrière-plan, il se souvient de la joie de se réveiller avec cette douce voix. La réalité envahit lorsque Lily crie pour se réveiller. Il ouvre les yeux, le sang coulant de sa bouche. Surpris, se dresse dans une serrure, choqué par la destruction autour. Tenez votre tête, essayant d'alléger l'esprit. La voix en détresse de la fille continue de l'appeler. Demandez si ça va. Il regarde les ruines de la salle enchanteresse auparavant. Bientôt, la préoccupation revient à la fille, demande si elle est blessée. Avec l'urgence paternelle, elle l'examine attentivement. Le visage de la fille s'effondre. Avouant la peur de le perdre pour toujours. Elle le serre dur, pleurant de soulagement et de douleur. Il la tient fort, s'assurant qu'il va bien et remercie. La culpabilité envahit pour avoir causé autant d'angoisse. L'homme la serre, se souvenant de la promesse de ne jamais la faire souffrir, mais une douleur soudaine le tire en arrière. Il regarde le gant, confus pour voir du sang frais. Les yeux s'élargissent lorsqu'un souvenir oublié s'éteint. Horrifié, crie le nom de son attaquant, Radimor. Parmi l'épave, tient Lily, fixant l'ennemi. Radria regarde la porte détruite, incrédule avec l'échec de sa barrière. Vaz demande doucement à sa fille d'attendre un certain temps. À l'intérieur, il est né une nouvelle promesse de ne jamais trahir sa confiance. Il la calme, disant que tout va bien. Avec une conviction féroce, il déclare que le devoir d'un père est d'être le plus fort et de ne jamais perdre. Les Radim ont peur, se souvenant du sceau complexe qu'il avait libéré. Conservé, croit à peine que sa magie a été brisée. Vaz révèle une raison dévastatrice. Votre fille est un elfe supérieur. Elle est horrifiée. Je savais qu'ils étaient forts. Mais c'était inimaginable. Il admet qu'il a entendu parler des elfes supérieurs à Anahem, mais ne savait pas en profondeur. Panique, elle lance un sort tournant, criant pour qu'elle ne s'approche pas. La marque de la baguette, elle l'exige pour rester à l'écart.
Il se rend compte que maintenant il peut reproduire sa magie. Il déforme la fureur. L'appeler un humain stupide. Il lance un torrent d'énergie, exigeant qu'il renvoie sa sœur. Un faisceau destructeur avance vers vous. Avec un geste calme, Weiss intercepte et annule facilement l'attaque. Le regard de Atmeya s'ouvre sous un choc absolu, sa confiance brisée. Jusqu'à croire, elle peut à peine émettre un son confus. Incapable de traiter, il analyse mentalement la technique difficile, pour recevoir l'impact direct à l'annulation. La clé est de collision la même magie dans la phase opposée, l'annulation, nommant la méthode d'annihilation mutuelle. Il déclare ses attaques inutiles. Face à face, elle fait clairement sa haine viscérale pour les humains. Incrédule, l'esprit incapable d'accepter. Sa pensée révèle la rancune contre les humains qui a kidnappé sa sœur, Holo. Elle crie de frustration, refusant de croire à la défaite. Il fait face sérieusement, déjà préparé pour la phase suivante. Lily appelle son père, effrayé. Parmi l'épave, il garantit de bien être bien. Il concentre l'esprit, laissant votre conscience couler à travers votre propre magie. Le plan est de reproduire et d'inverser la phase de son sort. L'expression de Ratmia mélange la confusion, la colère et la haine croissante. Elle jure ne lui pardonne jamais. La voix tire la promesse de la mort. Lance les courants magiques. Nécessitant l'emplacement de la sœur. Lumino avance sur lui, face au regard terrifié de Lily. Vaz reste calme, levant la main. Avance la paume, ordonnant à la magie de se décomposer. Les chaînes se brisent en lumière silencieuse. Les Radainri ne peuvent faire face qu'à son visage reprit le choc absolu. Bégaiement, ne croyant pas que sa magie a été refusée. Avec froideur. Demandé quel genre d'être il commence à marcher vers lui, le silence répond à la question, l'effroi grandit à mesure qu'il se retire, crie qu'il ne s'approche pas, il hésite, la tête baissée. Réfléchissant sur ce pouvoir, une réalisation le frappe et lève clairement les yeux. Il étire sa main lentement vers la sorcière terrifiée, les yeux ombragés, le geste calme et menaçant. Un homme noir visqueux se propage à travers le gant jusqu'à ce qu'il atteigne son visage. Elle laisse échapper un étouffement de terreur lorsqu'elle ressent la touche corrompue. Le regard se remplit de pure peur avant la touche douce et terrifiante. Ses yeux s'ouvrent, maintenant vides, reflétant une vue interne invisible. Son visage revient à l'expression neutre, froide et impassible. Sans comprendre quoi que ce soit, les Radainri ne peuvent libérer qu'un son confus.